Bonjour, je suis le docteur Ndeye Awa Derji, je suis pédopsychiatre, je suis directrice pédagogique du Centre Ressources Autisme de Dakar et chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Alors, s'il vous plaît, par rapport à ce centre Éducotisme, pouvez-vous nous le présenter et nous dire les motivations derrière sa création, s'il vous plaît? Donc, Éducotisme, comme son nom l'indique, éducation autisme, autrement appelé Centre Ressources Autisme de Dakar, est un centre qui a été mis en place en 2021 avec bien entendu l'accord du ministère de la Santé. Donc c'est un centre qui vient en complément pour la prise en charge des enfants victimes de troubles neurodéveloppementaux, notamment l'autisme. Donc c'est un centre qui vient en complément de l'offre publique qui était très limitée. Très bien, allez Marc. Bravo. Effectivement, il y a des centres au Sénégal, mais pas de centre de prise en charge de l'autisme. Parce que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Il est différent des autres troubles. Bien vrai que le handicap intellectuel est un trouble neurodéveloppemental, mais c'est deux pathologies totalement différentes dont la prise en charge est totalement différente. La prise en charge de l'autisme ces dernières années a évolué, elle est bien spécifique et nécessite l'intervention de plusieurs autres personnes et dans un cadre assez particulier qui n'est pas le même cadre que celui que l'on a dans le public aujourd'hui pour ces enfants. Ce serait difficile, on va faire un travail là-dessus. Mais il faut savoir que le Centre Ressources Autisme n'est pas une structure où les enfants restent. Beaucoup d'enfants passent par ici et partent à l'école. Donc, ce qui fait que c'est pas une structure où l'enfant peut être, on va dire, en hôpital de jour pendant plusieurs années. En fonction du tableau de l'enfant, nous lui proposons une prise en charge au sein du Centre de Ressources Autisme. Mais auparavant, tout enfant qui vient ici, il y a déjà l'aspect bilan. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire posant le bilan diagnostic pour être sûr de quel diagnostic on a, des spécificités de cet enfant, parce qu'il n'y a pas un autisme, il y a plusieurs types d'autisme. Très bien. C'est bien. Et l'autisme peut être accompagné d'autres comorbidités, à savoir le TDAH, un retard mental, de l'épilepsie ou plein d'autres choses. Donc déjà, il y a un bilan pluridisciplinaire qui est posé. Et après ce bilan pluridisciplinaire, nous sélectionnons les enfants que nous prenons en fonction du tableau de l'enfant et en fonction de la possibilité qu'il soit pris en charge ici ou ailleurs. Si l'enfant a les capacités d'être pris en charge en école ordinaire, c'est-à-dire s'il peut aller à l'école comme les autres, nous encourageons la mise en école, l'inclusion, et nous accompagnons. Nous prenons les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, ou les enfants dont les parents ont essayé 4-5 fois une scolarisation à l'école normale, ça n'a pas marché. Donc, nous prenons ce type d'enfants et atteints de TSA, avec qui nous travaillons. Nous faisons un projet thérapeutique sur 1 année, 2 ans, voire 3. Oui, le maximum qu'on a eu, je crois, c'est 3 ans. Oui, continue, c'est bien. Oui. 8 en rouge. Regarde la couleur rouge. Très bien. 9. Mauve. Regarde la couleur, regarde la couleur. Tourne ça. Tourne encore. Tourne ça. Tourne ça. Durant lesquels nous travaillons avec l'enfant avec des objectifs trimestriels bien spécifiques. Et quand l'enfant a atteint nos objectifs, nous l'accompagnons pour la réinsertion à l'école. Depuis 2021, on a quand même eu plus d'une centaine d'enfants. Aujourd'hui, voilà, on n'a plus les enfants qu'on avait il y a 1 an, où quelques-uns sont là. Les enfants d'il y a 2 ans ne sont plus là. Ceux d'il y a 3 ans aussi ne sont plus là. En fait, c'est comme ici, c'est une passerelle pour aider les enfants à les capacités et puis nous les encourageons à aller à l'école. Il faut savoir qu'il y a autant de formes d'autisme que d'autistes dans le monde. Donc chaque enfant
est spécifique. Chaque enfant a sa particularité. Chaque enfant a sa génétique avec laquelle il naît. Chaque enfant vit dans un environnement différent de l'autre. Donc, dans cet environnement aussi, les interactions avec les parents, l'entourage est différent. Parce que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. L'enfant naît avec. Et en fonction de l'environnement dans lequel il est, surtout les 3 premières années, il va développer certaines spécificités et non d'autres. Donc, vous comprenez qu'il y en a autant qu'il y a autant d'enfants. Il n'y a pas un autisme, il y a plusieurs types d'autisme. Maintenant, pour simplifier, nous les classons en fonction du niveau de sévérité. Il y a les patients atteints de troubles du spectre de l'autisme de sévérité, de niveau sévère. Il y a d'autres de niveau moyen, d'autres légers. Et il y a d'autres, ce qu'on appelle les hauts niveaux. Ils ont de légers troubles spécifiques de l'autisme, mais ils ont un très bon niveau intellectuel. Maintenant, en dehors de ce classement, il y a aussi les comorbidités qui vont avec. On peut avoir autisme avec épilepsie, autisme avec retard mental, autisme avec autre chose. Et en fonction de la comorbidité ou des comorbidités qui s'accompagnent de l'autisme de cet enfant, nous prenons en charge. On peut même avoir autisme et trisomie 21. C'est 2 choses qui peuvent être ensemble chez un seul enfant. Ces formes d'autisme existent au Sénégal. Donc, avant 2013, effectivement, on parlait d'autisme Asperger. Maintenant, à partir de 2013, il y a ce qu'on appelle le DSM. C'est le livre que nous utilisons pour classifier les maladies. C'est un livre dynamique. Il évolue en fonction de l'environnement. Donc, en 2013, le DSM-5 est sorti. Et avant ce qu'on appelait Asperger, aujourd'hui, on les appelle les hauts niveaux. Il n'y a plus le terme Asperger, mais c'est pareil. Donc, c'est les autistes qui ont un quotient intellectuel supérieur à la normale. Donc, ils ont une intelligence supérieure à celle des autres. Et souvent, c'est des génies. Donc, ça existe partout dans le monde. Et on en a ici. Mais malheureusement, ces petits patients autisme Asperger, leur niveau d'intelligence, vous savez, l'intelligence des gens neurotypiques, les normaux, c'est à peu près homogène. C'est comme on va à l'école. Il y a 10 matières, on doit avoir la moyenne à peu près dans les 10 matières. On est moyen, on est bon. Dans l'Asperger, c'est différent. Dans l'autisme de haut niveau, il peut être extraordinaire dans une matière, être archi nul dans une autre matière. Et ce qui fait que quand ils vont à l'école, parfois ça ne marche pas. Parce que l'école nous demande d'être bon dans toutes les matières. Ce qui fait que souvent, les patients que j'en ai ont beaucoup de difficultés à l'école, d'autres même finissent par sortir de l'école, ou on va chercher à leur faire autre chose parce qu'ils ne s'adaptent pas à l'école. Ça, c'est le niveau d'intelligence. Et puis, il y a les aspects du comportement, voilà, qui est différent, antisocial. Ils s'intéressent là où les enfants jouent avec des voitures et autres. Eux, ils vont s'intéresser aux astres, à la lune, etc. Ils n'auront pas les mêmes intérêts que les autres enfants, ce qui fera qu'ils ne seront pas acceptés dans le groupe des enfants aussi. Mais ça existe au Sénégal. Non. Donc ici, il y a une certaine particularité. Déjà, les troubles du spectre de l'autisme, comme je disais tout à l'heure, ont une prise en charge différente des autres. Par exemple, comment on peut prendre un patient qui souffre de troubles du spectre autistique sur le plan éducatif, sur le plan scolaire, est différent de comment on peut prendre en charge un enfant qui a une trisomie 21. Donc, pour le TSA, il y a des méthodes d'intervention, que ce soit précoce ou des méthodes d'intervention préscolaire, qui ont été écrites, qui ont été faites, testées ailleurs. Donc, ce qu'on appelle fait à travers des études randomisées, contrôlées. Donc, c'est des études qui ont été faites sur une large population d'enfants ailleurs, testées, contrôlées et ont montré leur efficacité. Et donc, ce sont ces études-là auxquelles nous avons eu la chance d'être formés, justement. Et ce sont ces études, ce sont ces interventions précoces que nous utilisons. Après aussi avoir donné l'opportunité à nos équipes d'être formées à ces interventions. Notamment, nous avons le Denver, qui est une intervention précoce spécifique. Nous avons le Teach et nous avons d'autres types d'interventions ABA que nous utilisons ici.
Mais ces interventions-là sont basées sur des programmes spécifiques, sur des programmes dans lesquels il y a des formations pour les parents aussi à domicile. Et les intervenants sont assez spécifiques. Il ne s'agit pas d'enseignants, mais des éducateurs spécialisés, toute une équipe multidisciplinaire, notamment le pédopsychiatre, l'orthophoniste, le psychomotricien, le psychologue et voilà, des moniteurs de collectivité. Donc c'est vraiment une équipe assez spécifique, c'est une prise en charge assez spécifique que nous proposons, qui est totalement différent de ce qui est proposé ailleurs. Dans le programme que nous utilisons le plus actuellement, c'est l'Early Start Denver Method. Donc il faut savoir que nous travaillons à la prise en charge très précoce dans notre centre. Parce que nous avons vu qu'ailleurs, par exemple, en Belgique, où j'ai été formée, là-bas, il y a 8 types d'écoles spécialisées. Quel que soit le niveau de l'enfant, il peut aller dans un type d'école spécialisée qui est diplômant, au bout duquel il peut avoir un diplôme qui lui permet de s'insérer dans la vie. Par contre, au Sénégal, nous n'avons pas ça. Nous avons un seul type de bac, un seul type de BFM. Donc, soit on s'insère à l'école normale, on peut évoluer, on a un diplôme, soit on n'y arrive pas, c'est des écoles spécialisées, mais au bout duquel il n'y a pas de diplôme à la fin. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi les interventions précoces. Vous voyez, nous travaillons avec des plus petits pour pouvoir les aider à s'insérer à l'école. Maintenant, quand nous avons les plus grands, nous travaillons avec les autres types d'interventions qui vont les aider à se préparer à la vie professionnelle. Donc, ce ne sont pas des élèves qui vont aller à l'école, 12 ans, 14 ans, c'est trop tard, c'est pas possible de les amener en CI, mais nous travaillons à pouvoir les insérer en fonction de leurs aptitudes, à les insérer dans quelque chose de purement professionnalisant et sans passer par le cursus scolaire classique. Bien placé, les bases. Terminé. Ça c'est bleu à marque, c'est pas vert ni jaune. Vous l'avez dit, il y a Elon Musk, il n'y a pas qu'Elon Musk, il y a Messi, il y a plein d'autres, il y a des acteurs, il y a plein d'autres personnes qui vivent avec les troubles du spectre de l'autisme, qui ont bien réussi leur vie. Je vous donne juste une petite anecdote. L'autisme, il y a des aspects génétiques dans l'autisme. C'est pas encore clairement établi, des recherches sont en cours depuis des années, mais il y a des aspects génétiques. Donc tous nos patients qui nous arrivent, ils ont pris cette pathologie d'où? Ils ne viennent pas de nouveau, ils ont un père, ils ont une mère, ils ont une famille. Et souvent, c'est des familles assez à l'aise, dont les parents se sont bien insérés dans la vie, qui se sont mariés et qui sont à l'aise. Ce qui montre que ça dépend du niveau de sévérité de l'autisme. Mais il y a plein de gens, aujourd'hui il y a beaucoup de parents, c'est à travers le diagnostic de leur enfant qui reviennent nous demander « Docteur, est-ce que vous pouvez diagnostiquer un adulte ?» Moi, je crois que j'ai toujours été autiste durant toute ma vie. Je ne le savais pas. À travers beaucoup d'enfants, les parents ont fait les tests, ont vu qu'ils étaient TSA. Certains, autistes de haut niveau, qui sont excellents, qui excellent dans leur vie, mais qui avaient toujours senti qu'ils étaient différents des autres sur le plan comportemental, sur le plan personnalité, mais n'arrivaient pas à mettre des mots dessus. Et à travers leur enfant, ils ont compris c'était quoi leur différence. C'est une différence, mais ce n'est pas une maladie en tant que telle qui peut perturber la vie de la personne. Tout dépend du niveau de sévérité, comme je dis. C'est très difficile. Ah oui, ça c'est la phase difficile, l'insertion de nos enfants. Maintenant, faut savoir, les enfants, ça c'est naturel. Bon, les enfants qui ont un autisme léger, avec un bon niveau intellectuel, ça sert très vite. Et d'ailleurs, nous avons parmi nos patients qui, quand ils sont allés à l'école, sont au top, les premiers de leur classe pendant des années. Et c'est un plaisir que les parents nous ramènent le carnet de nous montrer le niveau de l'enfant. Et ceux-là, c'est des autistes de bon niveau. Maintenant, ceux qui ont un retard mental plus ou moins prononcé, pour eux, c'est plus difficile. Parce que le niveau d'exigence de l'école normale, ils ne peuvent pas s'y adapter. Maintenant, c'est quand l'enfant vraiment a du mal à s'adapter, ou le niveau d'exigence est en deçà et au-delà de ce que lui, il peut fournir, ou bien l'école il finira par avoir cette peur de l'école. Quand l'école est trop dure pour l'enfant, il a peur et il préfère rester à la maison. Donc, quand on en arrive à ce stade, on négocie avec les parents pour l'insertion dans une école spécialisée. Mais comme je vous ai dit, ce sont des passerelles que nous utilisons, mais ces écoles spécialisées, aujourd'hui, n'ont pas de diplôme spécialisé. Ça, c'est poser des chiffres. Poser des chiffres. Au-delà de ce que lui, il peut fournir, ou bien l'école il finira par avoir cette peur de l'école. Quand l'école est trop dure pour l'enfant, il a peur et il préfère rester à la maison. Donc, quand on en arrive à ce stade, on négocie avec les parents pour l'insertion dans une école spécialisée. Mais comme je vous ai dit,
Ce sont des passerelles que nous utilisons, mais ces écoles spécialisées aujourd'hui n'ont pas de diplôme spécialisé. C'est ça qui est dommage. Donc nous essayons tant bien que mal avec l'éducation nationale, avec ces écoles, de pousser ces enfants, de pousser ces enfants. Mais c'est ça la grande difficulté. Notre combat, c'est vraiment la reconnaissance de cette différence et de pouvoir permettre à ces enfants différents d'étudier différemment, avec un programme différent, même s'ils sont inclus dans les écoles normaux ou les écoles spécialisées, et qu'on puisse leur offrir des diplômes différents qui puissent demain leur permettre de s'insérer dans la société. C'est ce qui manque en Afrique, au Sénégal en particulier, et qu'il y a ailleurs. Si c'est le B, cherche le B. Où est le B? Voilà, mais il faut bien placer. Les basiques. Les services d'auxiliaires de vie scolaire, oui, les auxiliaires de vie scolaire, ils interviennent pour pas quasiment tous les troubles, pas que spécifiquement de l'autisme, mais ils interviennent plus pour les cas où l'enfant a énormément de difficultés. Mais pour un autiste léger, moyen, pas besoin. On laisse d'abord l'enfant. C'est l'école de la vie. Il doit affronter la vie du dehors. Il doit s'adapter. Il doit faire ses propres efforts. Et comme je dis, quand on arrive à se rendre compte que là, il a atteint ses limites, on ne peut plus le pousser. Sinon, nous, à l'école, on va finir par devenir maltraitants. C'est là qu'on insère les auxiliaires de vie scolaire et toutes les autres adaptations spécifiques qu'on va apporter à l'enfant. Je donne l'exemple. Le programme français aujourd'hui permet à nos enfants d'être insérés et d'être suivis. Il y en a qui ont le BFM, bac. Mais c'est le programme français qui le permet. Les écoles affiliées au programme français le permettent très facilement. Ils mettent en place beaucoup d'adaptations et ça appuie l'enfant dans son évolution. Mais le programme sénégalais ne le permet pas encore. Peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux ou peut-être qu'ils ne savent pas. Parce que aussi il y a un défaut d'information, un défaut de connaissance en fait, de la spécificité de l'inclusion. On parle beaucoup d'inclusion. Mais au Sénégal, on ne fait pas encore de l'inclusion dans les règles de l'art. On essaie, mais il y a encore beaucoup de choses. Et depuis bientôt 8 ans, chaque 2 ans, nous faisons un colloque où nous invitons des experts internationaux. Et cette année, nous aurons encore ce colloque pour parler de l'inclusion scolaire. Cette année, nous en sommes à notre 6e édition de ce colloque où nous invitons les enseignants, les parents, l'éducation nationale, la santé pour qu'on discute sur comment faire l'inclusion, comment adapter l'inclusion. Et même il y a 2 ans, nous avions pris les conclusions de ce colloque que nous avions transmis à un député pour qu'il puisse en parler à l'Assemblée nationale. Mais jusque-là, voilà. On fait beaucoup de choses, mais il y a encore, voilà, c'est pas encore reconnu. Et ce que nous préconisons, c'est vraiment l'accompagnement de l'éducatif et de la santé dans l'inclusion. Sans ça, nous ne faisons pas d'inclusion. J'ai très bien. Ah oui, c'est vraiment une réalité. Faut savoir que même les troubles du spectre de l'autisme, quelle que soit la santé mentale en général, au Sénégal, est encore assez stigmatisée, que ce soit les adultes ou les enfants. On a nos croyances culturelles et je pense qu'elles resteront. Mais ça évolue quand même. Mais par rapport aux enfants, surtout qui naissent avec des troubles, on a plus tendance à penser aux tradipraticiens, à penser à une possession rapide. Et souvent, les parents nous arrivent tard en consultation. Ou d'ailleurs, j'ai fait une étude là-dessus que j'ai publiée il n'y a pas longtemps. Ou même quand ils nous arrivent, ils veulent venir. Parfois, on leur interdit de venir à l'hôpital. Certains tradipraticiens leur disent que ce n'est pas une maladie de l'hôpital. Si vous amenez l'enfant à l'hôpital, il va mourir. D'autres vous diront, je voulais venir, mais mes parents ou ma belle famille m'a empêché, m'a dit que tu veux rendre l'enfant fou. Il n'est pas fou, ce n'est pas un truc d'hôpital, il faut l'amener chez le tradipraticien. Cette stigmatisation existe. Et dans mon étude, nous avons travaillé avec beaucoup d'enfants, de parents-enfants. Nous faisions des groupes de parole mensuels. Et nous avons travaillé avec une 50aine de mamans et de papas sur 2 ans, beaucoup de travail autour de la stigmatisation. Et nous avons eu des retours aussi glaçantes les unes que les autres. Certains bien accompagnés, d'autres qui peuvent même entendre ce qu'on dit en Wolof, les dames, tu t'es mal habillée durant ta grossesse, c'est pour ça que tu nous as amené un enfant comme ça. D'autres, c'est le ventre de la maman qui n'est pas bon, qui ne peut pas donner de bons enfants. Donc, il y a encore ça. Et ce qui fait que les parents, souvent, ont peur de venir vers nous, parce que venir vers nous veut dire ils vont faire voir leur enfant. Il y a une probabilité que le diagnostic soit posé et que les faits soient avérés et qu'ils soient étiquetés parents d'enfants TSA, qui aujourd'hui est une étiquette lourde à porter. Donc là, c'est la société qui peut aider les parents. Tant qu'on les stigmatise, certains vont se cacher à domicile et l'enfant sera à domicile sans soin. C'est des humains, on leur apprend aussi à comprendre, à part laquelle, qu'est-ce qu'il y a dans le corps humain. Déjà, travailler dans le secteur de la santé mentale, vraiment, nécessite des compétences humaines. C'est une vocation, ce n'est pas un choix. Parce que ce n'est pas un travail lucratif où on va gagner de l'argent.
pas du tout ça. C'est pas un travail facile. Parce que à partir du moment où une personne a des difficultés de santé mentale, adulte ou enfant, il ne sait pas ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Donc, vous ne pouvez pas attendre dans son comportement quotidien qu'il fasse ce que vous lui avez demandé de faire. Voilà, les enfants souvent ne sont pas propres, ils urinent sur eux-mêmes, ils font tout sur eux-mêmes, il faut les nettoyer, les changer. Il n'y a pas médecin, psychologue ou tout le monde s'y met. Il faut leur donner à manger, certains ne mangent pas correctement ou ils ne savent pas comment manger. En fait, il faut faire, c'est une rééducation, on appelle ça rééducation. C'est comme on a un bébé, on le rééduque à s'adapter à notre monde. Et c'est un travail minutieux qui demande vraiment quand on arrive ici, on enlève sa casquette de je suis médecin, je suis psychologue, je suis autre, on pose ça là-bas. Je suis un être humain en face d'un autre être humain, plus petit que moi, qui a besoin d'aide. Tout ce que ça demande, je le ferai. S'il faut que je roule par terre avec lui, je roulerai par terre avec lui. S'il faut que je l'amène aux toilettes, je le ferai. Et ça, vraiment, ça demande de la vocation, ça demande beaucoup de patience et ça demande d'être humain. Parce que si on le fait en attendant qu'à la fin du mois qu'on ait un énorme salaire, non, il n'y a pas d'énorme salaire. Que ce soit ici ou que ce soit dans le public, ou là-bas c'est pire encore. Voilà. Donc ça demande vraiment, c'est une vocation pour moi. Et c'est le CRI. Oui, effectivement. Donc ce centre a été créé depuis 2021. Nous avons une convention avec le ministère de la Santé. Mais à ce jour, voilà, l'accompagnement n'a pas encore été mis en place. Donc il y a eu des changements et on poursuit, on court derrière. Il y a des promesses, vous savez, le secteur privé-public, voilà, il y a des conventions, mais a du mal à être mis en place. Nous courons derrière ça. Heureusement, de temps à autre, nous avons des bienfaiteurs qui viennent visiter le centre, qui nous demandent ce dont on a besoin, surtout par rapport au matériel des enfants. Et plus nos bienfaiteurs sont étrangers, puisque nous avons la chance de travailler avec une équipe belge qui ont mis un centre de référence autisme en Belgique. Et c'est avec eux que nous avons travaillé pour mettre en place le centre de référence autisme de Dakar. Et donc c'est eux qui nous aident pour acquérir certains outils, la formation gratuite de nos personnels, formation qui coûte très très cher, autour de 5 000 € pour chaque formation, et qu'eux, ils payent eux-mêmes leur billet d'avion, ils viennent au Sénégal former nos équipes et rentrer. Et aussi, voilà, parfois ils nous envoient... Nous faisons des formations ponctuelles d'une semaine, 2 semaines, mais sur 2 ans, 3 ans. Parfois, ils nous envoient des stagiaires qui viennent sur place former l'équipe. Et nous avons aussi des échanges, grâce à Wallonie-Bruxelles toujours, où les membres de nos équipes vont à Bruxelles 3 mois, 1 mois, se former et revenir. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que nos équipes se sont formées. Bon, moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet au Sénégal depuis 2016. Donc, entre quand je suis arrivée et maintenant, il y a une grosse évolution. Les gens connaissent de plus en plus les troubles du spectre de l'autisme. Les gens viennent de plus en plus à l'hôpital avec le diagnostic « Est-ce que mon enfant est autiste ?» Je pense qu'il y a des groupes de parents qui sensibilisent. Il y a nous-mêmes les spécialistes qui sensibilisons. Je pense que les journalistes s'y sont mis aussi. Il y a beaucoup de sensibilisation autour de l'autisme et c'est une question qui interpelle de plus en plus les parents. Et donc, oui, les gens viennent plus vers nous. Mais ce qui vient est vraiment infime comparé à ce qui sont à domicile sans soins. Je prends l'exemple, la pédopsychiatrie. Quand nous sommes arrivés en 2016, il n'y avait que le centre de Fann, Kër Xale, qui existait et qui prenait tous les patients venant du Sénégal, et pas qu'au Sénégal, parce qu'à Mauritanie, il n'y a pas de pédopsychiatre, au Mali, il n'y en a pas, au Gambie, il n'y en a pas, et de Guinée, il n'y en avait pas. Ils venaient tous au Sénégal. Vous imaginez, c'était des rendez-vous une fois par année ou une fois par 8 mois, largement insuffisants. Après, voilà, il y a eu le service de Thiaroye qui a été créé. Et dernièrement, nous, on a créé le service de Diamniadio en 2018. Mais nous sommes tous dans la région de Dakar. Aujourd'hui, nous prenons tous les patients qui viennent de l'intérieur, mais c'est encore largement insuffisant pour un pays qui compte presque 18 millions d'habitants, dont au moins 60% de la population sont les enfants. Aujourd'hui, nous recevons des parents qui viennent de Saint-Louis, de Ziguinchor et qui veulent offrir cette prise en charge à leurs enfants, mais ils ne peuvent pas. Vous avez vu la prise en charge, que ce soit à l'hôpital ou ici, nécessite une hospitalisation de jour, c'est-à-dire l'enfant doit être à l'hôpital du lundi au vendredi, entre 9h et 13h ou 9h et 17h. Pour un parent qui habite Saint-Louis, il ne peut pas se le permettre. Pour un parent qui habite ailleurs, et même ceux de Thiès. Donc l'hôpital de jour de Diamniadio a été mis en place. Là-bas, nous avons des patients qui venaient de Pout, Tivaouane, Mbour, Thiès
et autour de Diamniadio. Et les enfants étaient là-bas tous les jours, sont encore là-bas tous les jours entre 9h et 13h. Nous avions même des enfants qui venaient de Dakar. Celui de Thiaroye, pareil, d'où je viens, est fan. Mais c'est largement insuffisant. Et c'est pour ça, justement, que Audicotisme a été créé, pour venir rapporter son aide à cette demande. Parce qu'à la base, j'étais à Diamniadio seulement. Et à Diamniadio, nous drainions des enfants. Nous avions un bus de ramassage d'une trentaine d'enfants, âgés entre 3 et 6 ans, qui venaient de Dakar tous les jours et faisaient Dakar-Diamniadio tous les jours. C'était dur pour les parents. Et à un moment, ils nous ont demandé, docteur, vous ne pouvez pas mettre en place quelque chose sur Dakar, même s'il faut que nous on donne quelque chose pour aider. Parce que Diamniadio, c'est loin, on ne peut pas. Et l'idée est venue comme ça, avec l'association des parents, de mettre en place quelque chose plus proche à Dakar que ce qui existait à Diamniadio et qu'eux, ils puissent amener leurs enfants ici et que leurs enfants puissent passer la journée. Parce qu'à Diamniadio, il était difficile que les enfants passent la journée. C'était 13 heures de bout de journée. Et le parent qui devait finir son travail avant 15 heures pour garder son enfant. Alors qu'ici, les enfants sont là jusqu'à 17-18 heures. Certains peuvent travailler et rentrer à la maison et être sûrs que leur enfant a passé la journée dans de bonnes conditions. Parce qu'il faut savoir que tous nos parents d'enfants ont aussi cette difficulté de trouver des nounous ou des personnes pour garder leurs enfants. Parce que souvent, c'est des enfants assez difficiles à garder et les mamans et les papas vous disent la même chose. Je n'ai personne pour me garder. Il y a la peur d'une fuite parce qu'il y en a qui fuient. En fait, ils ne fuient pas, ils sortent explorer le monde. Ils ne savent pas ce qu'il y a dehors. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne savent pas partir et revenir. Certains partent et se perdent parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils n'ont pas de... Ils ne savent pas où aller, ou d'autres sortent traverser la route. Ils savent pas, ils n'ont pas de notion du danger. Genre, je sors dans la rue, je vois un chien, je ne vais pas vers lui, ou je vois une charrette, ou je vois une voiture qui passe, si je m'arrête. Ces notions-là, ils ne les ont pas. Il faut travailler ça avec eux. Donc, chaque sortie de l'enfant seul représente un danger avant qu'on y travaille. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose, c'est que toujours la stigmatisation. Même les nounous, parfois, les parents vous disent « Ma nounou a dit qu'elle a peur de mon enfant ». Ou dès qu'il est arrivé dans la maison, il a vu l'enfant, il a dit « Moi, je ne reste pas dans cette maison, j'ai peur de cet enfant ». Et ça fait très mal. Je ne cesse de le répéter. Mon souhait, c'est vraiment que nous puissions répondre à la demande. Aujourd'hui, déjà, nous ne sommes pas assez nombreux, les pédopsychiatres. C'est une discipline assez méconnue. Donc vraiment travailler à faire connaître cette discipline. Et pas que la pédopsychiatrie, tous les autres intervenants autour, les orthophonistes, les psychomotriciens, les psychologues cliniciens, toutes ces spécialités, quasiment, ne sont pas reconnues par la fonction publique. Donc, il n'y a personne qui peut aller déposer un dossier en disant que je suis psychomotricien, j'aimerais avoir un poste. Ça, c'est déjà une chose. Il faut qu'on nous aide à pouvoir recruter ces personnes, à les reconnaître, les mettre dans la plateforme de la fonction publique, les reconnaître, pour que les jeunes puissent aller se former à cela. C'est des bac plus 3, bac plus 4, c'est pas compliqué, c'est pas long. Pour la pédopsychiatrie aussi, nous travaillons avec professeur Lamine Fall, le précurseur, à la spécialité aujourd'hui qui existe au Sénégal. Par exemple, nous, à notre époque, la spécialité n'existait pas. On était obligé d'aller en France ou en Belgique se former. Et ce qui fait qu'on n'est pas nombreux, c'est que la plupart d'entre nous ne sont pas rentrés. La formation existe depuis 3 ans et on espère bientôt qu'on aura une promotion de 5 qui seront formés. 3 qui sont en stage en France et 2 qui sont sur place. Justement, on travaille toujours avec l'appui des autres pour qu'ils aient plus de lieux de stage. Donc, qu'on nous aide à intéresser les jeunes à avoir des bourses pour pouvoir se former à cette spécialité. C'est un DS qui existe maintenant au Sénégal. Les autres paramédicaux aussi, parce que pédopsychiatre seulement ne peut rien faire s'il n'a pas une équipe. Les orthophonies et autres. Aujourd'hui, cette formation n'existe pas dans le public. Il y a une école privée qui le fait. Peut-être appuyer avec 3FPT, depuis lors on travaille, appuyer les gens qui veulent se former. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, alors que ce sont de nouveaux fonctions qui existent et qui ne sont pas difficiles mais qui ne sont pas connues. Je dirais même qu'il y a des bacheliers, s'ils peuvent s'y intéresser, ils peuvent nous approcher ou approcher. C'est des fonctions qui existent, qui n'ont pas besoin d'aller jusqu'en France se former et revenir et qui sont des fonctions très valorisantes et que si on les insère, on pourra. Donc déjà, si on travaille sur nous, on pourra augmenter notre capacité d'accueil et pouvoir recevoir les enfants qui viennent d'un peu partout. Mais cela ne s'arrête pas là. Il nous faut un centre national. On est assez éparpillé, on est dans des hôpitaux. Vous voyez, l'école à l'hôpital, c'est assez nouveau. Bien vrai que Kër Xale existe depuis 40 ans. Mais pour le parent, c'est encore difficile. Mon enfant est scolarisé à l'hôpital. L'école à l'hôpital, c'est encore lourd. C'est pour ça qu'Éducotisme a choisi de ne pas être dans un centre de santé. On est sorti de l'hôpital. Parce que beaucoup ne voulaient pas que leur enfant soit scolarisé à l'hôpital. Ça montre que leur enfant est malade. C'est encore un signe pour augmenter, pour montrer que voilà, c'est pas un enfant qui va dans une école normale, il est scolarisé à l'hôpital. Donc un centre national qui pourra
drainer plus d'enfants, parce que vous voyez, notre capacité d'accueil n'est pas énorme, parce que nous ne pouvons pas prendre 50 enfants pour un éducateur. Il y a des normes. L'éducateur, il y a tant de types d'enfants dont il peut s'occuper par jour. On ne peut pas dépasser ça. Le psychomote, l'autre aussi. Parce que sinon, on ne respecte pas notre temps d'horaire que l'enfant doit faire. Le temps de travail que l'enfant doit faire doit être respecté, doit être suivi, sinon on n'est pas efficace. Donc, au Centre national, le projet a été déposé, je veux dire, depuis 2016. Le projet avait déjà été acté par Servir le Sénégal, que nous avait renvoyé vers notre ministère de tutelle pour nous accompagner à la mise en place de ce centre. Vraiment, ça a été travaillé, mais voilà, il y a eu des cassures. Nous demandons à ce nouveau gouvernement de reprendre ce projet de centre national, au sein duquel le projet d'internat est mis justement pour ces enfants qui n'habitent pas à Dakar. Même pas à Dakar, il y a des enfants qui nous viennent de France, d'autres qui nous viennent de Canada ou autre, parce que là-bas, ils sont sur des listes d'attente de 2 ans, voire 3 ans pour intégrer un centre là-bas. Entre-temps, les parents viennent, nous envoient l'enfant au Sénégal, le gardent chez les grands-parents, l'enfant vient ici 2 ans, il n'a même plus besoin. Quand on l'appelle pour retourner au centre, il est déjà prêt pour aller à l'école. Et donc, on a court-circuité. Il faut savoir qu'ailleurs, partout, en France ou Belgique, c'est des listes d'attente d'1 année, voire de 2 ans pour intégrer un centre. Si nous avions ce centre au Sénégal, et avec une possibilité d'avoir de l'internat et du personnel, nous pouvions traiter beaucoup d'enfants dans notre pays. Et aussi, il faut savoir que nous drainons beaucoup d'enfants de la Mauritanie, hier encore. Ils prennent un billet d'avion pour venir faire une consultation à Dakar et rentrer. Ce n'est pas évident. Du Burkina, du Mali, de la Guinée, de la Gambie. Et ce centre-là pourrait permettre de recevoir beaucoup d'enfants. Il serait un lieu de stage privilégié pour les jeunes pédopsychiatres, parce que justement, nous n'avons pas assez de lieux de stage, et même pour les autres paramédicaux formés. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais vraiment, pour résumer, c'est de développer la pédopsychiatrie et la prise en charge des enfants spécifiques. Et il n'y a pas que le TSA. Le TSA est un parmi les troubles neurodéveloppementaux. Il y a d'autres troubles qui aujourd'hui posent problème, le TDAH, les handicaps mentaux, les troubles spécifiques des apprentissages qui viennent d'être connus. Beaucoup d'enfants en souffrent dans les écoles, mais n'ont pas les moyens d'être diagnostiqués ou d'être vus parce que nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire c'est très difficile de les voir, c'est une réalité, mais nous ne pouvons pas donner des rangs. Aujourd'hui, on nous donne un rendez-vous 1 fois par 4 mois, ou s'il faut nous voir, il faut attendre 6 mois pour nous voir. Pour un tableau aigu, c'est quand même, c'est quand même assez décourageant pour les parents, je les comprends. Mais nous pouvons faire autrement, parce que la demande est énorme et nous ne sommes pas nombreux. Je vous remercie, docteur. Merci à vous.